Bonjour et bienvenue dans ce 42e Quantum. 42, un chiffre magique pour les geeks et pour nous aussi, on l'aime bien. Est-ce qu'on aura la réponse à tout grâce à l'ordinateur quantique? C'est pas encore sûr, mais on a toujours la réponse 42. Encore une belle actualité mensuelle, toujours avec Olivier Zrati. Bonjour Olivier. Salut Fanny, toujours au poste. Tu sais qu'il n'y Toujours a au pas que poste. 42 dans le quantique, il y a 137 aussi. On en parlera un Ah, jour. tu nous expliqueras ce que c'est, mais un peu plus tard, parce que tu nous as encore concocté une bonne actualité et entre autres une énorme, une huge, une qu'on attendait tous, qu'on n'espérait plus, le prix Nobel d'Alain Aspect. Alors, c'est un co-prix, hein, il n'a pas été tout seul à le recevoir, mais tu vas nous expliquer tout ça. Quelle est l'importance, comment il a fait pour l'avoir et puis qu'est-ce que c'était justement ce fameux prix? C'est quoi qui a été récompensé d'ailleurs? En fait, le prix, il récompense tous les travaux scientifiques sur l'intrication et plus précisément sur la violation des inégalités de Bell. Et des inégalités de Bell. Alors, c'est un truc un peu tordu. Euh, les expériences en tant que telles ne prouvent pas l'intrication, elles prouvent les inégalités de Bell qui permettent de valider le fait qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les variables cachées qui expliqueraient la corrélation des résultats de la mesure quantique sur des particules qui sont intriquées, des photons en l'occurrence dans des expériences. Alors les 3 personnes qui ont été félicitées, elles ont été félicitées par le Nobel pour leurs travaux qui sont étalés sur plusieurs décennies en fait. John Clauser, qui est américain, c'est lui qui a fait une des premières expériences de violation des inégalités de Bell en 1973 de mémoire. Et alors que les inégalités elles-mêmes avaient été créées par John Stewart Bell en 64 de tête, donc un peu moins de 10 ans après. Alain Aspect, avec plein de gens, dont Philippe Grangier, Gérard Roger et Jean Dalibard, a fait une expérience 9 ans plus tard qui a validé les inégalités de Bell, mais avec une expérience plus rigoureuse qui avait une caractéristique, c'est qu'elle choisissait la phase de la mesure très tardivement dans l'expérience, qui permet d'éviter qu'il y ait une sorte de transmission d'informations entre la source de photons et les détecteurs de photons à la sortie. Et puis le troisième, des larrons, là dans l'histoire, c'est Anton Zeilinger, qui est un chercheur autrichien. Alors lui, il a fait plusieurs choses, mais je vais noter les deux principales. La première, c'est qu'il a été le premier à créer et à tester un protocole de téléportation. Alors, Mmh. téléportation, pas de Star Trek, tu sais bien, hein, donc Toujours pas. On peut toujours pas téléportation d'un qubit. voyager. Donc, en gros, pour faire simple, c'est la téléportation de l'état quantique d'un qubit d'un endroit à un autre. Il n'y a pas téléportation de matière ou même du qubit lui-même. Il y a une téléportation de son état, c'est-à-dire des données mathématiques qui définissent l'état quantique du qubit. Et c'est un protocole qui d'ailleurs, il faut toujours le rappeler, utilise une liaison optique avec des photons intriqués, mais il utilise aussi 2 liaisons classiques qui transmettent des bits classiques. Donc c'est l'une des explications du pourquoi on ne peut pas, téléporter justement l'état du qubit plus vite que la lumière. Mais il a fait d'autres choses, Zellinger. Il fait partie des gens qui ont créé les d'abord le concept, puis expérimentalement, les premiers états intriqués à plus que 2 objets quantiques. Donc, il a créé, par exemple, un truc qui s'appelle le GHZ, qui ne veut pas dire gigahertz, hein. C'est le nom des initiales des 3 qui l'ont créé. Il y a Green, Zellinger et le dernier, je ne sais plus, c'est Horn, je crois. Mmh. Et c'est un état à 3 qubits intriqués, en fait, et qu'on utilise beaucoup quand on fait du calcul quantique ou des codes de correction d'erreur. Et donc, et puis on peut le faire avec plus que 3, heureusement, qubits ou objets quantiques. Donc, c'est plusieurs décennies, parce que les expériences de Zellinger, c'est après 2000, hein, c'est 2007-2009. Donc, c'est étalé, on voit sur les années 70 aux années 2000 qui récompensent ça, quoi. Alors, du coup, par rapport à tout ça, bon, Alain Aspect, c'est le Français et il est connu, comme le loup blanc chez nous, hein. Il est quand même le «grand-père» entre guillemets de toute une lignée d'innovation. Au final, il l'avait dit lui-même le 14 juin à France Quantum. Il s'attendait pas à ce que son expérience et ce qu'il avait fait soit repris par des petits jeunes, plus malins, qui transformeraient et l'utiliseraient pour en faire d'autres choses. Maintenant et on voit qu'il est au board, ou même, cofondateur en fait de certaines des startups, hein, qui sortent, et qui utilisent cela. Pascal, hein.
Pascal entre autres, mais si je me souviens bien, il est aussi, conseiller de Candela, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il l'est Hem, moins maintenant. Il est au début, mais il joue il est moins ce moins rôle-là bon. maintenant, ouais. En tout cas Mmh. voilà, mais cette annonce pour la France, pour le domaine de la physique, qu'est-ce que ça représente aussi? Qu'est-ce que ça apporte un prix Nobel, Olivier? Tu peux nous dire des choses là-dessus ou? Alors ça apporte plusieurs choses. Évidemment, ça apporte une renommée mondiale, bon, qui est partagée entre 3 pays, dans le cas présent. Et ça donne aussi aux porteurs du prix Nobel, une capacité à se faire entendre, qui est meilleure qu'avant. Je Pour bien le connaître avec toi, Alain, on sait qu'il a des messages à faire passer sur le rôle de la science, sur le fait que la science doit être plus écoutée par les politiques, qu'il faut plus de rationalité dans les débats, quel que soit le sujet. Inciter Et les le jeunes à y aller, aussi, inciter les on jeunes l'a à y aller, à apprendre les maths, à apprendre la physique. Et donc, il est clair qu'ayant le prix Nobel, bah, il est plus écouté, hein. Même si beaucoup de gens ont reproché aux grands médias, dits chauds, de ne pas avoir consacré plus que quelques secondes au journal télévisé sur le 4 octobre sur son prix Nobel. Bon, je suis pas sûr que le prédécesseur, Gérard Mourou en 2018 en ait eu beaucoup plus, ni Serge Haroche en 2012. C'est clair que expliquer l'intrication quantique, c'est pas trivial. Expliquer le contenu de l'expérience d'Alain Aspect et ce qu'elle permet de vérifier, c'est loin d'être trivial, parce qu'en fait, c'est des modèles mathématiques probabilistes compliqués à formuler. D'autant plus que, bon, en général, on explique ça de manière simpliste en disant, voilà, il a montré qu'Einstein avait tort. Bon, lui-même oui, est ce un qui grand est faux. défenseur d'Einstein, hein. Lui-même est un grand défenseur d'Einstein. Einstein, il se posait la question de savoir si l'intrication était l'illustration du fait que la mécanique quantique était incomplète. Heu, Parce que le réalisme local de ce qui se passait au niveau de la mesure de la polarisation de photons, pour lui, ne pouvait pas s'expliquer, sans l'absence d'informations sur cette, polarisation. Et donc, ça fait des décennies, donc depuis 1935 en gros, que les physiciens, ce qu'on appelle les spécialistes des quantum foundations, réfléchissent à cette question, se battent en duel, élaborent des théories, complémentaires les unes des autres. Et c'est encore un débat ouvert, hein. D'ailleurs, Philippe Grangier, qui était le premier thésard d'Alain Aspect, a publié 5-6 jours après le Nobel, un petit papier qui fait 2 pages, qui s'appelle Why Psi is incomplete, indeed a simple illustration. Et Mmh. il décrit le fait que pour lui, il n'y a pas forcément des variables cachées, mais il y a une incomplétude du formalisme mathématique qui vient de l'équation de Schrödinger, qui décrit l'état quantique d'un objet quantique. Et lui, il pense qu'il manque une information. Alors pour lui, c'est ce qu'on appelle la base de mesure ou le contexte de la mesure. Ça fait partie de la théorie CSM qu'il avait élaborée avec Neila Farouki et Alexia Ofev il y a près de 10 ans. Et donc, il revient là-dessus, c'est assez rigolo. Alors par contre, les conséquences que tu décris sont importantes. Déjà, il y a heu, une synchronicité dans la date qui est intéressante. L'expérience d'Aspect de 82, ça correspond à un an près aux, travaux de Feynman, Manin et Benioff qui ont élaboré, disons les premiers concepts d'ordinateurs quantiques, qui après ont été améliorés par Deutsch, et tout un tas Mmh. d'autres scientifiques. Et donc c'est intéressant de voir que l'expérience était un début de validation de la possibilité d'utiliser ça dans des technologies. Et donc, le petit jeune en question que tu citais, c'est Arthur Ecker, qui est allé voir Alain Aspect en 92 pour lui décrire le protocole qu'il avait inventé pour faire de la distribution de clés quantiques à partir de l'intrication, qui est pas très utilisé encore aujourd'hui, mais c'était une invention intéressante et ça avait surpris Alain. Et donc maintenant, bah, on sait pertinemment que tous les piliers des technologies quantiques de seconde génération, dites de la seconde révolution quantique, s'appuient sur l'intrication en règle générale. Et donc Alain en est très fier, c'est clair. Et ça a permis d'avancer. Donc, bravo Alain, les 2 autres scientifiques pour ce prix Nobel. Ça illumine et ça a mis le quantique bien en avant, ces dernières semaines et on va voir qu'il y a eu d'autres actualités qui ont fait briller le quantique. On parlait de hype, en France, on peut dire qu'on est dans une bonne hype encore, bien visible, et que ça fait avancer les choses. Après, est-ce que ça les fera avancer bien? Ça reste la question. Dans les autres actualités, nous avons eu aussi la semaine du quantique à Grenoble. Plusieurs choses s'y sont passées, et entre autres, il y avait un hackathon, il y a eu un gagnant, quoi, des gagnants. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passé le hackathon? Qu'est-ce que tu as vu et quel est le projet sortant? Alors c'est un hackathon qui a duré 2 jours, hein, de mémoire le samedi et le dimanche,
bah, en fait, juste avant le prix Nobel d'Alain Aspect. Mmh. Et il y avait 5 équipes qui associaient en fait, d'un côté des utilisateurs, on va dire des clients et de l'autre côté des étudiants ou des jeunes ou des consultants qui venaient de Capgemini ou ailleurs et qui étaient associés dans des équipes mixtes finalement, clients, développeurs, pour créer des solutions. Alors évidemment, c'est des solutions théoriques, hein, en général, même si elles pouvaient être, testées à petite échelle sur la machine d'émulation QLM d'Atos. Mmh. Et les 3 équipes qui ont gagné, il y avait le ministère des Armées, qui était, accompagné d'équipes, super techniques d'Alice and Bob. Donc il y avait une belle équipe là, il y avait, Blaise Vignon, il y avait alors j'ai toujours peur de me tromper parce que je me trompe entre les gars. Il me semble qu'il y avait Jérémy Guillot, c'est ça, hein, qui est chez eux, hein, si je ne m'abuse et Je ne ils étaient saurais te 5 ou dire, 6. mais sûrement. Ouais, ils étaient 5 ou 6. La deuxième équipe, c'était Thales. Il y a Frédéric Barbasco qui était là, qui est un des grands spécialistes de l'usage du calcul quantique pour les besoins de Thales, notamment l'optimisation de radar. Et puis il y avait une équipe de CACIB, heu, donc la branche banque d'affaires banque d'investissement du Crédit Agricole. Donc c'est pas inintéressant. Il y avait aussi Aminalogic, le lendemain, c'était Donc en donc plutôt le parallèle, il y mardi. avait un événement il y avait un événement Non, juste après. minalogique juste Juste après. après, en fait, le hackathon, c'était samedi, dimanche et le mardi, il y avait une conférence d'une journée pour faire le point sur les technos quantiques. Donc, il y avait un mélange de calcul quantique et de capteurs quantiques dans cette conférence. Il y avait notamment un panel qui était animé par Audrey Bienfait, une brillante chercheuse basée à Lyon, qui travaille avec Benjamin Huard, qu'on a eu il n'y a pas longtemps dans Decode Quantum, et qui animait un panel avec des représentants de différentes startups là-dessus. Et dans les présentations que j'ai notées, alors au-delà de la mienne avec Maude Vinet, où on faisait le point sur l'état des lieux des technologies de calcul. Et il y avait 2 présentations que je trouvais très, très intéressantes. Il y en a une de Shane Mansfield, qui est donc chez Candela, qui Mmh. expliquait un petit peu où est-ce qu'on en était dans les photons et qui parlait de Perceval, notamment l'outil d'émulation que Jean Sénolard a développé dans la société. Et puis il y avait aussi Alastair Abbott qu'on a eu aussi récemment en Décode Quantum, Vous pouvez qui, retrouver des codes quantum, de la fin de semaine, oui, exactement. voilà et qui, a fait une très belle présentation, mais dont j'ai pas pu récupérer encore la vidéo, sur les codes de correction d'erreurs. Et enfin, parce que c'est la première fois que je les voyais sous cette forme-là, il y avait Ségolène Olivier, du Leti et Jean-Philippe Gérard du LIST, qui décrivaient un petit peu l'état de l'art des sources de photons. Et d'ailleurs, quelques jours après, l'équipe de Ségolène Olivier, en fait, même si elle n'est pas nommée explicitement, a signé un partenariat avec Candela, pour fournir des puces de calcul photonique pour Candela, en complément des sources de photons de Candela et des détecteurs qu'ils utilisent qui sont en tierce partie. Donc c'est un partenariat CEA Candela, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Et puis après, il y avait encore un autre truc. Il y avait une journée organisée par la fédération Cantalps, qui regroupe en gros l'écosystème de Grenoble, notamment dans la recherche. Et j'ai assisté à l'une des 2 journées de cette conférence, qui était très, très intéressante, avec plein de chercheurs. Je ne vais pas tous les nommer, mais c'était pas filmé en plus, je crois, mais c'était extrêmement intéressant. J'ai pris plein de notes, j'ai récupéré pas mal d'infos En tout cas, voilà, sur le sujet. l'écosystème grenoblois s'est réuni et a fédéré trois événements, sur des mêmes dates, hein, pour, rester, et emmener Oui, tout le et puis monde. d'ailleurs, ils organisent, pour info, ils organisent une visite des labos de Mmh. Grenoble le 24 novembre. Alors, c'est surtout ouvert aux entreprises, voire aux étudiants, mais c'est surtout les entreprises qu'ils cherchent à attirer. Et donc, on va vous fournir un lien là-dessus pour la visite des labos de recherche quantique de Grenoble. Voilà, pour ceux que ça intéresserait. Pour continuer aussi, il y aura un autre hackathon du 7 au 9 novembre, à Jussieu, organisé par, Candela avec OVH Cloud en partenaire, mais aussi, HQI et le GENSI, donc pour utiliser le fameux, émulateur Perceval de Candela, un hackathon autour de ça, donc ça promet, ça commence à s'activer les hackathons en France sur le sujet du quantique, ça aussi c'est sympa. Et puis, on a parlé d'Alice and Bob, et de Candela et je vais rajouter Pascal dans la boucle. Il y a eu aussi l'annonce, vendredi dernier, hein, du Deep Num 20 de la French Tech. Donc c'est le 1er label des startups deep tech. Ils en ont sélectionné 20 et il y en a quand même 3 du quantique, on peut dire. Donc on Sur retrouve 22, Pascal sur 22 lauréats, sur 22 sur lauréats, 20 oui. sur 20 20 20 lauréats. C'est le Non, Deep Num 22, ils en 20, ont donc pris il y en a 22 à 20. la fin.
Oui, Ah mais ils bah ont mis écoute, 22, désolé. bon C'est le écoute, ministre qui l'a présenté, le résultat, j'étais là, donc bon, on a écoute, on est 22. à raconter les logos qu'ils ont présentés, mais en tout cas, voilà, il y a 3 startups du quantique, plus Scalabs qui est plus sur la communication, mais qui apparaît aussi. Donc, ça aussi, c'était une bonne visibilité, hein, pour l'écosystème quantique. C'est sympa d'en voir, Oui, alors il faut 3 préciser de sortir. quoi il s'agit parce que Mmh, c'est pas juste un label comme ça pour faire joli avec une étiquette. C'est essentiellement un programme d'accompagnement des startups qui sont intermédiaires entre la startup et la scale-up. C'est en gros une mise à disposition des startups de ressources avec ce qu'ils appellent une account manager. Il y a une oui, personne qui est dédiée dans l'équipe French Tech de Bercy pour aider les startups, en gros, à se dépatouiller avec les services de l'État qui parfois ne sont pas toujours au top du top. Et donc, bah, ils jouent un peu le rôle d'intermédiaire pour les aider dans leur croissance. Alors, ça peut être lié à des problèmes de fiscalité, de charges sociales, d'aide et autres, pour faire en sorte qu'ils puissent se développer avec le moins de friction plus possible. vite. Écoute, Donc, c'est ça. Oui. c'est en effet, je Comme- l'espère, plus qu'un label, mais j'espère qu'ils seront bien accompagnés et mieux que d'autres. Mais en tout cas, on attend la suite. À Strasbourg aussi, un événement, Unistra qui lance une nouvelle infrastructure européenne pour l'informatique quantique avec des atomes de Rydberg, Eureka. Là aussi, tu as des petites choses à nous raconter? Oui, oui, bah, c'est une équipe dont on ne parle pas beaucoup, même si on a déjà eu l'occasion d'évoquer leur existence à plusieurs reprises. Heu, il y a une équipe à Strasbourg qui est moins connue que l'équipe de IOGS avec Antoine Brouès, où il y a 2 chercheurs, de talent avec Shannon Whitlock, et Guido Pupillo, qui en fait travaillent sur les atomes de Rydberg aussi. Alors eux, ils sont sur des projets un petit peu différents dans leur, structure et leur nature. Eux, ils travaillent beaucoup sur la capacité à programmer les atomes. C'est-à-dire à utiliser en mode gate-based, comme on dit, les ordinateurs quantiques à base d'atomes neutres. Et en fait, ils collaborent avec les équipes de Pascal et l'IOGS hein, là-dessus. Donc en fait, ils ont monté un projet européen d'abord. Et là, finalement, ils ont récupéré un financement européen avec ce projet Eureka. C'est rigolo comme nom. Donc, European Infrastructure for Rydberg Quantum Computing, qui est quand même doté de 5 millions d'euros sur 3 ans. C'est pas mal. C'est un peu comme un ERC++ de base et dans le cadre des financements Horizon Europe, c'est pas le flagship européen. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les différents labos, donc essentiellement IOGS et Unistra, l'université de Strasbourg, travaillent avec l'infrastructure d'informatique quantique Access qui a été créée, au Centre européen de sciences quantiques qui est à Strasbourg et donc bosser essentiellement sur le modèle Gate-Base, qui est probablement qui est très important parce que c'est en gros la prochaine génération des machines Pascal. Aujourd'hui, ils font de la simulation, ils Mmh. vont faire ça jusqu'à 1 millier de qubits, mais en parallèle, ils sont amenés à travailler aussi sur l'usage de ces mêmes machines, avec des dispositifs assez voisins, toujours des contrôles par des lasers, pour pouvoir programmer avec des portes quantiques certains types d'algorithmes sur ces mêmes machines. C'est plus compliqué à faire, en fait. C'est un peu plus compliqué, donc ça nécessite plus de collaboration. Un autre gros événement, alors qui était vraiment, c'est le gros raout annuel, hein, de la BPI, c'est Big qui avait lieu le 7 octobre et là aussi beaucoup de quantiques encore une fois, parsemés à différents endroits, mais en tout cas, c'était assez surprenant parce qu'au début on les voyait pas forcément dans le programme, mais ils étaient bien là, hein. C'était bien en place. Donc tu avais un Oui, parce que panel, hein, sur c'est les techno habilitantes, hein, que tu as animé? oui, oui, alors c'était rigolo parce qu'il y avait presque un cloisonnement de ce qui se passait sur le quantique. Jean-Christophe Goujon, qu'on connaît bien, chez BPI en gros, qui coordonne, tout ce qui se passe au niveau des startups quantiques. Il m'avait proposé d'animer un panel sur les techno-habilitantes qui Mmh. reprenait plus ou moins à peu près ce qu'on avait fait ensemble, à France Quantum à la Tour Eiffel. Donc il y avait Tom Darras, de WeLink, il y avait Luca Plana de Silent Wave, il y avait un nouveau venu, Pascal de Giovanni, qui est non pas c'est pas Pascal, c'est Guillaume, j'ai mal noté. Guillaume de Giovanni qui a créé une startup qui s'appelle Victor, et qui fait de l'électronique de contrôle de qubits, et Neil Abrou, qui était à distance. Il était à Vienne ce jour-là, en Autriche, donc le coordinateur de la stratégie quantique. Mais en parallèle, et enfin avant ou après, il y avait Maud Vinet qui intervenait dans un panel sur la gouvernance. Donc tu vas te dire, c'est quoi le rapport avec, avec le quantique? Bah, la gouvernance, c'est une question qui se pose pour les startups, hein. C'est comment elles créent leur board, etc. Donc elle a témoigné
avait beaucoup d'humilité en disant qu'elle avait l'impression qu'elle était l'élève de sixième qui arrive au lycée et qui regardait les terminales. Il y avait Pierre Desjardins, qui est le CEO de mémoire de C12, qui intervenait dans un Tout panel à sur les fait. talents. Et puis, il y avait aussi Charles Becbaudet qui était dans un panel sur l'investissement. Et cerise sur le gâteau, Théo Péronin était en plénière, ce dont je n'étais pas au courant du tout. Et Donc Candela Théo, c'est exposait Alice and sur Bob, hein. hein, Théo Péronin, c'est Alice Bob. Et en plus, Candela était sur un stand, on n'était même pas au courant. Voilà, Donc, il en y fait, avait en plus un stand voilà, donc ils étaient bien tous là, hein et bien, sur différentes verticales, en fait, donc c'était assez intéressant parce qu'on commence du coup à voir le quantique s'étaler dans, en effet, la verticale investissement, celle de la gouvernance, celle du hardware et puis celle, des technos habilitants, donc c'est bien, ça montre que ah ça oui. intéresse du Et monde. puis, 12 jours après, il y avait le Lab Quantique qui se réunissait pour la première fois depuis pas mal de temps. Ouais, C'était au siège de cantonation, donc le fameux hôtel de la rue d'Hauteville. Il y avait une bonne part de l'écosystème qui était là. Moi, j'ai compté 70 personnes à peu près, il y aussi avait bien du côté monde, hein. industrie. C'était un bel événement Alors justement, autant industrie qu'utilisateur. Et bah, toi, tu étais là. Qu'est-ce que tu as vu? aussi. Ah bah, moi j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer beaucoup de gens. C'était un bon moment pour, justement échanger et cristalliser, on va dire, des choses dont on se parle depuis des mois, en tout cas depuis France Quantum. Il y a des choses qui a été initiées et ça a permis de voir, je ne retrouve plus son prénom, de BMW, c'est, Elvira Elvira, chez Chichenina. Nina. Voilà, avec qui on a discuté justement de comment faire des hackathons, comment collaborer, hein, tout ce qu'on peut faire, au travers du lab quantique. Et puis, j'ai découvert aussi des nouvelles, entreprises qui venaient de l'étranger, hein, une start-up, américaine, Quantessence, pour échanger aussi. Donc il y avait tout l'écosystème, hein, et surtout il y avait une belle présentation de chaque membre partenaire. On a pu revoir Jonas Landman aussi qui était là. Et puis surtout, il y avait Kenzo, le nouveau directeur, hein, celui qui va gérer un petit peu, qui va animer le lab quantique, pour nous présenter tout ce qui allait être fait, dont les fameuses maisons du quantique. Il y a une ambition de créer, au moins une maison du quantique, voire plusieurs partout en France pour, accueillir l'écosystème et l'animer. C'est très ambitieux. Donc voilà, c'est très, très intéressant de voir ce qui se passe et je pense que c'est un bon, comment dire? Un bon partenaire de France Quantum, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir animer un à l'année et l'autre un gros événement annuel, mais animer tout cet écosystème et réunir les gens, c'est important. Ça montre que l'écosystème français et européen est en train de se fédérer et je trouve ça très intéressant. Alors maintenant, on va passer à l'agenda des événements à venir. Il y en a un que tu as déjà cité, donc qui est le Locaton Quicks, qui est le hackathon organisé par Candela le 9 novembre, enfin les 7, 8, 9 de Exactement. mémoire, hein. Et en fait, en parallèle, il y a un télescopage, il y a une conférence qui est organisée par la société Optica. Société, c'est une société de scientifiques, hein, qui en gros, le c'est un peu l'équivalent de l'APS, qui est l'association des physiciens, et Optica, c'est un peu l'équivalent de chez les photoniciens. Mmh. Et ça a lieu à Saint-Germain-en-Laye, au siège de X-Blue, le 8 et le 9 novembre. Et j'ai regardé l'agenda, je vais essayer d'y aller une journée. C'est un truc de taré. Il y a 300 participants, il y a un nombre de speakers de super haut niveau qui intervient, y compris les nôtres, hein. Il y a Valérian Guez de Candela qui intervient. Et donc, ça dure 2 jours. Et puis, alors, il y a un autre truc qui va se passer au même moment. Tu es à l'Olympia et tu vas faire du quantique à l'Olympia. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Exactement. Non, alors, il y a alors, pour reprendre la séquence, le 7, il y a le Locaton qui démarre, donc le hackathon. Le 8 et 9, il y a Optica. Le 8, il y a aussi, du coup, EcoEx, On Stage, qui est, le summit d'OVH Cloud. C'est là où Michel Paulin et Octave Klaba, hein, donc le CEO et le fondateur, d'OVH, vont annoncer, les grands axes de l'année prochaine pour OVH Cloud. Mais il y a tous les produits, il y a, tous les témoignages avec les patrons et les CEO partenaires. Et puis il y a une dernière, 1/2 heure qui sera consacrée à l'innovation et au quantique. Et là, eh bien, ils ont annoncé, donc, entre autres, la participation d'Alain Aspect,
Vous verrez, c'est un petit clin d'œil normalement, assez intéressant et un échange intéressant et puis, une table ronde, assez courte, mais sur l'innovation et l'innovation de l'informatique quantique dans le cloud avec Valérie Anguiez, Maud Vinet et puis Pascal, Legrand non, Christophe Legrand C'est de Christophe Pascal, Legrand, on va y arriver. Christophe, ouais. Et donc voilà, donc ça sera un petit panel, parce que ce sera le focus innovation. Octave va expliquer pourquoi on va, sur le quantique sur VH Cloud. Donc voilà, donc il y Tu avais a déjà vous fait pouvez vous l'Olympia, y toi? Tu avais inscrire. déjà fait? Tu avais déjà fait l'Olympia? Non, je n'ai jamais fait la scène de l'Olympia, c'est une Ah première. voilà. Et il y aura de la musique, sachez-le. Octave et son groupe, animeront les sessions en musique, donc ça va valoir le coup. Vous pouvez venir physiquement, vous inscrire, on va vous mettre le lien ou aussi, sinon le regarder en direct. Il y aura un lien pour vous pouvez vous inscrire et regarder le Je pensais que c'est live. Alain Aspect qui allait faire la batterie, moi, dans ton histoire, là. Écoute, je ne sais pas, je vais lui en parler, voir s'il peut nous On faire va un voir. duplex de là où il sera parce que, comme tu l'as dit, on a regretté qu'Alain Aspect n'ait pas plus de médias, mais en même temps, son agenda a explosé et Ça, c'est avoir clair, ouais. 10 minutes d'Alain Aspect dans son agenda est quelque chose d'incroyable puisque, certains médias m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus l'avoir, dans les 6 prochains mois, c'était booké, il avait plus de place. Donc ça promet, hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'on le voit moins, c'est qu'il a été alpagué par les médias internationaux aussi. On continue avec fin novembre aussi un autre événement, la conférence de design fiction sur les technologies quantiques. Ça aura de nouveau lieu à Grenoble. C'est organisé par Innovax. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Bah, c'est assez original, hein, c'est la première fois que je fais ça parce que j'y interviens. Oh, comme Innovax, en c'est fait, c'est une bizarre. fédération de recherche. Oui, c'est la 6e fois que je vais à la Grenoble dans l'année, hein. L'organisateur, en fait, c'est une fédération de recherche, comme Cantalps, sauf qu'elle est dédiée à une thématique différente qui est innovation, connaissance et société. Bon, ça regroupe essentiellement des chercheurs en sciences humaines et sociales. Et la fédération a été créée en 2010, hein, elle est ancienne. Elle regroupe 18 laboratoires de recherche, donc en SHS, et en sciences de l'ingénieur aussi, qui mènent des recherches pluridisciplinaires sur tout ce qui relève de l'innovation. Donc ça associe le CNRS, l'INP, en gros, qui regroupe les écoles d'ingénieurs sur place, et l'université Grenoble-Alpes. Et en fait, c'est assez original. Ils veulent faire un peu du design fiction. Tu connais un peu la fiction, enfin, comment on prédit Mmh. le futur, comment on anticipe les futurs possibles autour d'une vague technologique. Et ça va passer en 2 temps. Il y a un premier temps avec 2 keynotes. Il y a Nicolas Nova, qui est un fondateur du Near Future Laboratory, donc un spécialiste de cette discipline qui est le design fiction, qui va expliquer en quoi le fait de raconter des histoires permet de fabriquer le futur, de l'imaginer, et comment ça peut aider aussi les gens qui innovent dans ce domaine-là à créer, Un peu on ce que va dire, fait des la futurs Red souhaitables. Team, pour le ministère des Ouais, Armées, hein, sauf qui que écrit là, des on va pas, scénarios, on- du futur pour l'armée. ouais, mais on va pas trop parler militaire, je pense, même si c'est une crainte. Disons, on va Non, créer. mais en tout cas disons- fiction, c'est écrire de la fiction, oui, oui. pour, Bien sûr, qui va pareil, il y a te des futurs souhaitables, des futurs qui ne le sont pas. Donc, c'est montrer l'équilibre là, entre les c'est deux. plus Black Mirror le pas Voilà. souhaitable. Et moi-même, je vais décrire en fait l'impact potentiel des technologies quantiques dans un keynote que je suis en train de construire, d'ailleurs me fait beaucoup travailler la tête parce que j'ai l'impression que la fiction arrive avant la technologie, en fait. Parce que quand on voit tout ce qui est raconté aujourd'hui sur le calcul quantique, on en parlera tout à l'heure, il y a quand même tout et n'importe quoi, et on est déjà dans la fiction, finalement, y compris dans le discours ambiant des startups, des entreprises, qui a tendance à télescoper le présent et le futur de manière un peu Oui, est-ce qu'un jour on accélérée, verra quoi. mes mini chats roses, mes licornes et Ah bah ça, mes et mes oui, et bah, mes et mes dinosaures ou mes oui. dragons grâce à Alors ça, l'ordinateur c'était la, quantique? alors ça, c'est la C'est ma première fiction à partie. moi. Mmh, Oui, oui, c'est un Kickstarter. Alors, dans la deuxième partie, il y aura des ateliers de brainstorming et puis mmh. restitution avec les participants, parce que l'organisateur souhaite surtout faire venir des étudiants, en fait, aussi bien d'ailleurs dans le domaine scientifique ou en ingénierie que côté SHS. Donc, c'est un truc original. J'espère qu'il y aura les chercheurs qui viendront aussi, ceux qu'on connaît habituellement, et qu'on découvrira aussi de nouvelles personnes. D'ailleurs, cet événement, il est aussi organisé par des thésards ou anciens thésards que je connais bien, Thibaut Ponchon et Arnaud de Vélis, qui sont des étudiants. Maintenant, il y en a un qui ne l'est plus, il est postdoc, mais qui ont travaillé sur l'impact sociétal du quantique.
Donc c'est intéressant, quoi. Bon. On va passer aux États-Unis, les USA. Un journaliste de la presse internationale chez Google à Santa Barbara, il y avait des news associées. Alors, est-ce que tu peux me redétailler un petit peu, hein? Tu En as fait, appris qu'il y Google, avait Google a invité, et c'est rare, hein, jusqu'à présent, ils ne le faisaient pas. Ils ont invité plus d'une dizaine de journalistes de la presse internationale, dont quelques journalistes français, qui ont donc eu droit à une visite du labo de Santa Barbara, de voir des machines et de discuter avec une ou deux personnes. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont discuté avec beaucoup plus que ça. Et donc, bon, en gros, ils ont eu le discours marketing de la boîte, hein, mais normal? en glanant des informations à droite et à gauche, et je ne vais pas dévoiler mes sources, j'ai appris indirectement un certain nombre de trucs intéressants. La première chose que j'ai appris, c'est qu'ils avaient leur propre fab de qubits Supra sur place à Santa Barbara. Alors jusqu'à présent, moi, je pensais que potentiellement, ils s'approvisionnaient ailleurs. Donc ça, c'est un premier truc. Et puis le deuxième truc, c'est qu'ils ont un ordinateur en test avec plus de 100 qubits sur lequel ils testeraient leur premier qubit logique qui Ah, aurait potentiellement un taux d'erreur inférieur aux qubits physiques qui sont en dessous. Alors tu vas me dire, heureusement, parce que si un qubit logique était moins fiable qu'un qubit physique, ce serait moyennement bien. Ben oui, mais le problème, c'est que c'est ce qu'ils ont obtenu en juillet dernier, parce qu'ils avaient oui. publié un papier avec un qubit logique de 49 qubits physiques, mais le taux d'erreur n'était pas meilleur. Donc, si tu veux, c'était un problème, quoi. Et donc, ils auraient déjà en labo une machine qui permettrait de faire un peu mieux, quoi. C'est pas mal. Bon, donc petites avancées, petites news, il y a des petites choses qui se passent là-bas. Autre, point intéressant, Joe Biden a visité IBM à, alors, je vais essayer de le dire, Poughkeepsie, Poughkeepsie, Poughkeepsie. Poughkeepsie, dans le cadre, du CHIPS Act. Qu'est-ce que c'est le CHIPS Act? Bah, le CHIPS Act, c'est une loi hein, qui a été votée par le Congrès et signée par le président en août dernier, qui représente un investissement énorme du gouvernement fédéral américain pour essayer de réindustrialiser le pays sur la fabrication de semi-conducteurs. Ils en ont marre de se faire tailler des croupières par les Chinois, par les Coréens avec Samsung et surtout par les Eh oui. Taïwanais avec TSMC. Alors, TSMC est en train de construire une usine dans l'Arizona, pas loin de Phoenix, mais en gros, il y a un CHIPS Act qui vise à redorer le blason de l'industrie américaine de ce côté-là. Et dans le CHIPS Act, c'est pas très connu, il y a 760 millions de dollars qui ont été alloués au plan quantique américain. Et donc, ça justifiait que Joe Biden aille faire une petite descente à Poughkeepsie. Et donc, il s'est fait expliquer comment marchait un ordinateur quantique supraconducteur par Jay Gambetta et par le CEO d'IBM, qui, à mon avis, n'est pas un grand spécialiste de l'informatique quantique, mais bon, c'est lui qui s'est cogné, le président, pour lui expliquer tout ça. Donc, c'est Bon, bon pour la com c'est pas d'IBM, mal, quoi, en gros, quoi. on est Ouais. passé avant Joe Biden, à rencontrer Jay Gambetta, On l'a potentiellement. vu avant, oui, et Emmanuel Macron s'est fait expliquer l'ordinateur quantique photonique et à base d'atomes neutres en janvier 2021. Donc, notre président a rencontré deux ordinateurs quantiques plutôt que Joe Biden. Voilà, c'est juste pour De ce qu'on énerver les sait gens. officiellement, en tout cas. Bon, en tout cas, voilà, comme quoi on n'est pas en retard. Oui, bah, le temps du président, il est compté, hein. Bah, il faut savoir que Mmh. Donald Trump, il avait signé le National Quantum Initiative Act autour du 14 décembre 2018. Mais il n'y avait pas d'ordinateur quantique dans le bureau ovale. Il n'y avait même pas de spécialiste de l'ordinateur quantique dans le bureau ovale. Il y avait juste deux conseillers scientifiques et sa fille, Oui, mais dont il est connu qu'elle est spécialiste du domaine. Bah, en fait, personne n'avait souhaité rencontrer le président, visiblement, ou ça n'avait pas été organisé, en tout cas. Je pense que s'ils avaient voulu expliquer comment marchait l'ordinateur quantique à Donald Trump, les scientifiques, on y sera ils auraient encore. eu un problème. Je pense qu'ils y seraient On y encore sera aujourd'hui. encore. Oui. Bon, allez, on va passer à la chronique science. C'est ta préférée, je crois, Ah oui, ouais, j'en ai Vas-y. vu toutes, mais bon. En tout cas, en ce moment, tu nous en mets pas mal. Alors, recherche sur la création de cluster states de photons très actifs en ce moment. Candela qui travaille sur des sources de clusters déterministes, avec aussi un papier en Chine sur la création de cluster state variables. Vas-y, explique-nous tout ça. Ah, c'est un sujet important parce que pour faire du calcul quantique à base de photons, qui est Oui, une des typologies de qubits, il y a plusieurs méthodes qui sont envisagées. Il y a ce qu'on appelle l'échantillonnage de bosons, mais qui n'est pas facile à programmer, qui a été testé par Xanadu récemment et puis avant par les Chinois. Il y a le fait
de créer des portes à 2 qubits avec des photons, avec la méthode KLM qui a été inventée il y a plus de 20 ans, mais elle ne marche pas bien parce qu'elle est probabiliste et donc plus tu augmentes le nombre de qubits, moins tu as de chances de faire ta porte et que ça donne un résultat. Et donc Mmh. la solution qui est la plus couramment envisagée, par les créateurs de qubits photons comme Candela ou Psyquantum, c'est de créer des grappes de photons qui sont intriquées entre elles. C'est un peu des états GHZ, avec un grand nombre de photons, et ensuite, de lire l'état des photons de manière séquentielle pour, exécuter du code dessus, sans faire de porte à 2 photons qui sont des portes qu'on ne sait pas bien faire. Et on appelle ça le modèle MBQC, donc Measurement Based Quantum Computing. Et pour faire ça correctement, bah, il faut faire de gros états intriqués de photons et c'est pas simple. Et donc, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que je vois un grand nombre de papiers qui sortent sur le sujet. Alors, il y a eu des papiers d'ailleurs publiés par, Pascal Sonnellard et son équipe et en collaboration avec des Italiens et avec Candela qui travaillent là-dessus. Les Chinois ont l'air d'être actifs là-dessus aussi, mais sur des qubits à 10 à variable continue, qui travaillent sur plusieurs dimensions en même temps, c'est la dimension temporelle et la fréquence des photons. Et donc, ça grouille dans le domaine, c'est un sujet intéressant à suivre de près. Ça ne veut pas dire que ça va marcher comme ça du jour au lendemain, mais c'est un sujet important. L'enjeu est de taille, hein. Pour faire ça correctement, il faudrait être capable de gérer des cluster states avec un grand nombre de photons et ou de caractéristiques des photons. Donc, comme Mmh. dit Valérian, qu'on a vu intervenir dans un séminaire il n'y a pas longtemps, si tu combines plusieurs variables, tu vas démultiplier avec un autre facteur la quantité de calcul qui peut être réalisé avec des photons. Donc, ce n'est pas inintéressant. Alors, sinon, on continue. La création d'une classe de complexité NISQ, c'est ce qui a été, proposé par, des chercheurs, de, UC Berkeley, Harvard, Caltech et Microsoft dans un papier, qui a été publié. Là aussi, c'est assez original. Alors ça, je trouvais ça assez intéressant. Alors, c'est un papier archive, hein, c'est ce qu'on appelle un préprint. Comme beaucoup de Mmh. papiers que je repère, en fait, je repère tous les papiers sur archive avant qu'ils arrivent dans Nature Science ou PRX, PRL, PRA, qui sont les revues de référence dans le domaine de la physique quantique. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a 2 questions qui se posent. Il y a une question connue qui est: est-ce qu'on va arriver un jour à faire du calcul quantique sur des ordinateurs D-scalable à tolérance de panne, avec des qubits logiques? Et ça, on sait que c'est plutôt pour le long terme. Mais entre-temps, il y a les machines NISQ, donc les machines bruitées, avec des Mmh. qubits bruités. Et donc, il y a tout un tas de choses qui sont faites pour essayer de rendre ces machines utiles. Alors, il y a la mitigation d'erreurs, comme on dit, c'est toute une classe d'outils de correction d'erreurs. Il y a des algorithmes qu'on appelle les algorithmes faiblement profonds, shallow algorithms, comme on dit, shallow depth en américain. Et puis, il y a une grande question qui se pose, c'est du point de vue de la théorie. C'est-à-dire, est-ce que les modèles NISQ pourraient permettre d'obtenir un avantage quantique? Et donc, il y a une Mmh. équipe, effectivement américaine, avec Microsoft et tout un tas d'universités, qui ont publié un papier pour essayer de définir les classes de problèmes qui pourraient être traités sur du NISQ. Et ils ont appliqué leur méthodologie, qui est une méthodologie mathématique, à différents types de problèmes. Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est que certains types de problèmes qui sont relèvent du calcul quantique étaient plutôt proches des classes de problèmes qui sont traitables sur des machines classiques, et seulement un tout petit bout de problème euh, correspondait à une classe qui était voisine des problèmes traitables par l'ordinateur quantique scalable. Donc en gros, c'est un peu normand comme papier, c'est mi-figue, mi-raisin. Quand tu lis le détail, tu dis bah ouais, bon, bah voilà, tu es encore dans une zone de flou, quoi. Mais c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir une classe de complexité qui est plus liée à un type de machine plutôt qu'à un type de problème. Bon, et du coup d'ailleurs, il y a aussi un autre papier, de chercheurs néerlandais qui propose une classification, bien utile des algorithmes hybrides. Ils considèrent que, tous les algorithmes hybrides, sont quoi? Que tous les algorithmes sont hybrides et les classent en 2 catégories. Lesquelles? 2 Alors, catégories? en gros, il y a catégorie et sous-catégorie. La catégorie macro, c'est celle où la partie classique est générique Mmh. et n'est pas liée aux applications. Donc, en gros, c'est un algorithme normal qui envoie des données et du code dans la machine, et ils appellent ça les algorithmes verticaux. Et puis, il y a les algorithmes qui sont les algorithmes hybrides dont on parle le plus souvent aujourd'hui, qui est dépendant des applications, où il y a une préparation importante qui est faite du côté de la machine classique, et avec des allers-retours, comme ce qu'on fait avec les algorithmes dits variationnels, comme ce qu'on appelle VQE, VQA.
Et puis après, ils ont découpé ça en sous-classes en fonction de comment ils traitaient les données dans les différents algorithmes. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre de papier. C'est presque plus un review paper, mais c'est un Mmh. papier qui permet de s'y retrouver. Alors, j'ai pas encore eu le temps de le dépioter entièrement et d'intégrer dans mon bouquin. Ça sera pour la prochaine édition. Mais je pense qu'il méritera d'être dépioté pour faire des jolis schémas, des jolis slides pour décrire finalement, les typologies d'algorithmes. Alors, moi, j'ai découvert un truc que je connaissais pas bien, c'est que j'ai décortiqué récemment l'algorithme de Shor, le fameux algorithme de factorisation de nombres entiers, et qui est Celui lui-même qui fait hybride d'ailleurs. peur. Et qui fait peur à tout le monde, mais il est hybride lui aussi d'ailleurs. Il y a une Alors, partie classique. ouais. Un autre article intéressant, c'est, un papier d'IBM qui explique, avec une bonne pédagogie, la correction d'erreurs et ça, sous 3 catégories. Tu peux nous les détailler vite fait? Oui, oui. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle des review papers, hein, et j'adore ces review papers parce que quand tu prends un papier S abstracto qui sort comme ça sur une spécialité très pointue, c'est très, très dur de le positionner. Et Mmh. donc, quand on fait sa veille sur Archive tous les jours, hein, du lundi au vendredi, c'est intéressant de spotter les papiers qui sont des review papers qui font un peu l'état de l'art d'un domaine. Et donc, il y a un article d'IBM qui n'est pas un papier Archive qui explique très bien les différents types de correction d'erreurs. Donc, il y a ce qu'on appelle la quantum error suppression, qui est ce qu'on peut faire directement au niveau du hardware. C'est un petit peu ce qu'on fait avec les qubits d'Alice and Bob. Il y a la quantum error mitigation, qui corrige les erreurs pour les ordinateurs NISQ bruités, mais avec des méthodes statistiques et qui utilisent très souvent du machine learning, mais pas forcément, pas de manière obligatoire, et qui sont un peu du post-processing et qui utilisent beaucoup de moyen-âge, de résultats d'un calcul qui est réalisé plusieurs fois. Et puis après, il y a la correction d'erreurs classique, la quantum error correction, qui, elle, corrige des erreurs après chaque opération, qui s'appuie sur la notion de qubit logique et de tolérance de panne, et qui n'existe pas encore, en tout cas de manière viable, et qui correspond au futur du calcul quantique, où ça marchera si ça marche un jour. Et puis, il faut rajouter un quatrième qui n'est pas cité dans le papier, que j'ai découvert aussi, qui s'appelle la Measurement Error Mitigation. Alors ça, c'est comment on corrige Même des erreurs qui se produisent juste à la mesure de l'état d'un qubit. Parce qu'il y a des erreurs là aussi. bon, de Donc la quoi, en tout zoologie de la cas, correction d'erreurs, là ouais. aussi, ça mérite un chapitre entier pour chacun, dans ton prochain bouquin pour détailler Ah tout bah, ça je encore les mieux. couvre. Alors, je ne couvre pas la Measurement Oui, mais Error bon, tu vas Mitigation, mais les autres, je pouvoir les nous couvre améliorer tout déjà. ça pour qu'on soit, Oui, oui, il y a de quoi des faire. warriors de la correction d'erreurs. On Il compte y a de quoi sur faire toi, et c'est un Olivier. vrai sujet. C'est un vrai sujet important. Oui. Bah oui, c'est hyper important, on le fait. Un article décrit l'intérêt de D-Wave pour les algorithmes d'optimisation. Ah, Là aussi, c'est sorti en octobre, 25 pages. En quoi ah, c'est intéressant? là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de papiers en ce moment sur D-Wave qui enfin sont basés sur l'usage de D-Wave Advantage avec ses 5000 qubits, alors que beaucoup des papiers précédents s'appuyaient sur les versions à 1000 ou 2000 qubits qui dataient de Mmh. 2017 ou 2020. Et donc, on voit de plus en plus de papiers très intéressants qui montrent la capacité de cette machine à 5000 qubits à commencer à gratouiller la performance des calculs classiques et à être capable de traiter, dans le cas présent, des problèmes d'optimisation avec 5000 décisions binaires, 40 000 paramètres. Ça commence à devenir sérieux, quoi. Et, Bon, et donc, il y a des classes de problèmes qui présenteraient un potentiel d'avantage quantique avec le quantum annealing. Alors, ce n'est pas des preuves irréfutables, hein, mais ça montre qu'on y arrive et il n'est pas impossible que la prochaine génération de D-Wave, là, qui va avoir 7000 qubits et une meilleure connectivité, puisse permettre d'aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est intéressant. et c'est un constat de plus en plus, hein, c'est-à-dire que même si D-Wave n'est pas, l'ordinateur, quantique qui pourra tout faire, il est quand même très présent et il y a quand même des solutions qui viennent de leur côté. Donc, il ne faut pas du tout penser qu'ils pour l'instant, ils sont remplaçables, hein. Ils sont C'est le vraiment paradoxe. C'est un c'est une peu le existence qui est paradoxe. hyper intéressante, en fait, ouais. C'est le paradoxe de l'écosystème du calcul quantique aujourd'hui, c'est que quand on apprend le calcul quantique, quand on apprend du code, on apprend à développer des solutions avec le modèle qu'on appelle le gate-based, donc avec des portes quantiques programmables avec du Python. Mais en fait, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les deux types de solutions qui marchent mieux que ça, pour l'instant, c'est le quantum annealing de D-Wave ou la simulation quantique avec Pascal. Mmh. Pour l'instant, alors ça va peut-être changer dans 10 ans, mais tant Oui, qu'on oui, n'aura ça pas de permet une disque étape viable, intermédiaire qui voilà. fait qu'il y a des choses à faire dans ce domaine-là et qu'il faut pas, que du coup, c'est pas occultable et c'est ça, c'est des choses
qu'on pensait pas forcément encore il y a quelques années. Non, c'est intéressant ce qui se passe là. Alors on va passer à, ma partie préférée, celle, des choses discutables, des annonces dans le quantique qui est-ce qu'elles devraient avoir lieu ou non? Et on va essayer de, débunker comme tu dis, débullshiter quelques-unes ou en tout cas de remettre quelques vérités. En La ce moment, première c'est la coupe est pleine en ce moment. ouais, ouais, C'est ouais, on en voit beaucoup, mais en même temps, c'est normal ça, on voit que ça vogue sur la hype quantique et c'est, voilà, il faut des gens pour repérer et spotter les petits trucs qui sont rigolos ou en tout cas qui sont, pas anodines et la première, voilà, c'était l'annonce de Mastercard qui sort une carte de crédit avec une PQC. Alors, 1, est-ce vraiment nécessaire? Non. Alors 1, qu'est-ce que c'est que la PQC, Olivier, en 2 phrases? Et 3, était-ce vraiment nécessaire? la PQC, c'est un système de cryptographie qui génère des clés qui sont censées être inviolables par un ordinateur quantique qui n'existe pas encore, Bon. du Mais au futur moins très les clés, lointain. c'est des cartes de crédit qui sont protégées tout de suite de l'ordinateur de dans 30 ans. Ouais, C'est beau. alors très souvent, on dit souvent que la PQC, il faut la déployer, c'est ce que recommande le gouvernement américain ou l'ANSSI en France, pour protéger les données d'aujourd'hui qui ont de la valeur dans le futur. Mais alors, je sais pas, quand tu dépenses avec ta Mastercard 300 € dans un restaurant, aujourd'hui, est-ce que ça aura de la valeur le jour où l'ordinateur quantique va marcher dans 30 ans? J'en doute légèrement. Voilà. Ça dépend avec qui tu as mangé, Olivier. Si tu manges avec Ah oui, mais Poutine, si, ça peut peut-être avoir son intérêt qu'on sache pas dans s'il y 30 ans, il avait sera mort, j'espère. Enfin, on n'a pas le droit de bon, dire qu'on espère que quelqu'un meurt, mais celui-là, il méritera bien sa belle mort. bon. Un rapport de Capgemini qui fait le lien entre technologie quantique, capteur compris, et la sustainability en reprenant, la classification des Nations unies. Alors ça aussi, hein, c'est quelque chose qui, on va sauver la planète, on va rendre tout écologique grâce au quantique, bullshit ou pas? Je trouve que le concentré de bullshit dans ce rapport est assez fort, quoi. Il fait 30 pages et en fait, ils ont pris, tous les objectifs des Nations unies pour créer un environnement, sustainable, Mmh. tous domaines confondus et ils ont, saupoudré, le truc de solutions, qui on ne sait pas d'où elles sortent d'ailleurs, où il y aurait du calcul quantique, du quantum machine learning qui permettrait de résoudre tous les problèmes de la Terre. Et en fait, il y en a un qui m'a un peu choqué, c'est ils ont pris, l'objectif qui est l'égalité de genre, donc c'est le Oui, le SDG gender 5, equality, donc c'est, le gender equality. Et là, il raconte que le quantum machine learning va permettre de réduire les biais de genre dans les entreprises. Alors précisément, ils disent que ça va permettre de créer, de permettre aux employeurs d'utiliser un langage qui est plus inclusif pour augmenter la diversité, avec de la QML. C'est-à-dire, les mecs, ils ont quand même fumé de la moquette, là. La QML, tu as pas besoin c'est de beaucoup de non mais mots à la mode, tous mis dans la même dans le c'est même dans la même n'importe phrase. quoi. Enfin, les mecs, c'est n'importe quoi. Alors, je sais qu'il y a des Faudrait algorithmes de déjà que la QML qui font QML du traitement du langage, marche mais au top. non, mais non, il existe des algorithmes de traitement du langage en QML. C'est vrai, qui fonctionnent à petite échelle. Mais dire que on va utiliser l'ordinateur quantique et la QML pour parler correctement des genres dans l'entreprise, faut arrêter, quoi. C'est du solutionnisme technologique Oui, c'est qu'en pur, fait, quoi. pour faire des choses intelligemment, il y a pas forcément besoin de QML, non plus, surtout dans ce domaine-là. Ni d'IA normale d'ailleurs, Un ni peu de bon d'IA sens un classique. peu de bon sens, un peu plus de bon sens des fois, permettrait En fait, ça et ils ont regardé. d'accepter de Ouais. voir ses propres biais humains qu'on remet dans le code en plus systématiquement. C'est assez drôle. En fait, c'est une forme de quantum washing parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tout un tas de problématiques de la société et ils ont plaqué dessus QML, algorithme quantique. Ah bah, Ils auraient pu mettre logiciel tout court, ça aurait fait la même chose. on a mis tous Et les ils mots, l'ont on mis a un peu secoué le partout. shaker et on a Voilà. sorti une phrase qui Alors remonte bien. finalement, non, finalement, le cas où le rapport est intéressant, et c'est relativement rare, c'est qu'il met en avant aussi les capteurs quantiques, notamment pour les choses liées au climat. Là, je pense que c'est pertinent. Mais le coût de la QML mise à toutes les sauces, je vous ai passé les détails, là, franchement, non, c'est du foutage de gueule, quoi.
Bon. Bon, bref, Et voilà. et la dernière, news, allez, du mois qui nous a bien fait marrer, mais qui a été bien, bien reprise sur tous les réseaux sociaux, hein. Ça, je crois que quasiment la moitié de nos amis nous ont renvoyé le lien en disant: «Alors?» Eh ben, n'importe nawak. Le cerveau quantique. Un chercheur irlandais prétend qu'une expérience démontre que le cerveau fonctionne comme un ordinateur quantique. Heu voilà, voilà, donc si c'est le cas, on est déjà super, méga, ultra intelligent et on n'aurait pas besoin du coup de l'ordinateur quantique, Olivier. Est-ce bien Je sais sérieux? pas, est-ce que tu sais faire des multiplications de matrices 8 par 8 avec des nombres complexes dedans? Ça t'arrive de faire ça tous les jours? Non, mais ça se trouve, mon cerveau le fait sans que je ne le sache, Olivier, tu te rends compte? Ouais, mais tu te rappelles de problèmes mathématiques que tu as résolus comme ça, grâce au calcul quantique Ah dans non, ton cerveau? déjà, j'ai encore du mal avec mes tables de multiplication par mémoire parce que mon téléphone le fait tellement bien que je ne les connais plus par cœur et ça me dépite. Alors, des trucs à multiples inconnus, machin, tout ça, non. Ah, en fait, c'est du n'importe quoi, mais pas entièrement du n'importe quoi. Déjà, le point de départ, c'est pas n'importe quoi, c'est un chercheur d'un vrai laboratoire de recherche en Irlande, à Dublin, qui Mmh. publie un papier qui est publié dans une revue scientifique, dont on va dire qu'il est sérieux, quoi. Et ce papier, par contre, quand on creuse ce qu'il essaye de faire et qu'on regarde un peu le courant de pensée qui est derrière, là, on se rend compte qu'il y a un peu de fumage de moquette. C'est un papier qui essaye de démontrer par de l'IRM qu'il se produit des phénomènes d'intrication entre différentes parties du cerveau. Alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la biologie à ce niveau-là, mais j'ai quelques éléments de repère. En général, quand on veut faire une expérience qui prouve l'intrication, on ne travaille pas sur un morceau de cerveau ou un morceau d'éléments biologiques. On travaille sur un photon à la fois en général, Mmh. ou un seul électron, ou un seul atome. Tous les tests, notamment les fameux tests d'Alain Aspect qui détectent une intrication, c'est des tests qui sont faits avec des méthodes statistiques très précises, qu'on appelle le test des inégalités de Bell, un protocole qu'on appelle un Bell test, qui est réalisé sur des objets quantiques uniques. Mmh. On ne fait pas ça sur 1 mm3 de flotte dans le cerveau. C'est ça leur test, hein. Ils ont testé des propriétés avec ce qu'on appelle la résonance magnétique nucléaire dans le cerveau, et ils en ont déduit de manière empirique qu'il y avait peut-être de l'intrication qui se produisait dans le cerveau. Et alors de là, ils disent, ça explique l'intelligence et la conscience. Et après, il y a ce qu'on appelle le stagiaire BFM de la com du labo qui rajoute là-dessus que le cerveau marche comme un ordinateur quantique. Mais c'est n'importe quoi. Ça, j'appelle ça le réductionnisme, en fait. C'est que tu prends un phénomène micro qui est contestable et tu l'élargis en disant ça explique la conscience ou ça explique Et un c'est phénomène voilà, macro, oui, quoi. c'est comme quand on annonce que, Alain Aspect a eu le prix Nobel de physique et qu'il a éclaté, ce que faisait Éclaté Einstein. C'est Einstein, voilà, voilà. Mais des par contre, raccourcis, il mais y a une qui histoire derrière ça. Il y a une histoire derrière ça parce que les scientifiques qui font ce genre de recherche, ils sont dans mmh la lignée de deux scientifiques assez connus qui sont Roger Penrose, qui a eu le prix Nobel de physique en 2020, mais pas pour ça, et Stuart Amrose, et qui ont bâti une théorie il y a plus de 10 ans qui s'appelle ORC-OR et qui vise à prouver que le cerveau et l'intelligence et la conscience s'appuient sur des mécanismes quantiques. Alors, les expériences issus des travaux de Penrose et Amrov portaient sur les microtubules des axones, qui sont donc les axones qui relient les neurones entre eux dans le cerveau. Et ils ont décrit les mécanismes quantiques qui existaient à ce niveau-là. Mais de là à expliquer à l'échelle macro que la conscience est basée là-dessus, moi je peux t'expliquer que la conscience est basée sur la relation entre l'hydrogène et l'oxygène, ou sur la relation entre l'oxygène et le phosphore dans l'ADN. Parce que, en fait, dans le cerveau, comme dans n'importe quelle matière vivante ou non vivante, tout est quantique de toute façon. Alors, bah, oui. heu, l tout est quantique, un atome, c'est quantique dans l'absolu. Ce qui est spécifique à ces expériences-là, c'est de vouloir prouver que ça dépend de l'intrication. Le problème, on sait que l'intrication à grande distance, ça ne marche pas très bien, on sait que l'environnement perturbe l'intrication, déjà en physique, c'est le cas. Bref, c'est le paradoxe. On a un champ scientifique qui est la biologie quantique qui est respectable. Il y a plein de trucs qui sont explicables par la biologie quantique. Par exemple, la photosynthèse, hein, c'est de la biologie quantique, hein. C'est les feux photoélectriques d'Einstein appliqués aux plantes. Les cryptochromes, qui sont des protéines avec des éléments magnétiques qui servent aux oiseaux pour les orienter dans les migrations, c'est explicable, c'est quantique. Mais là où ça dévie, Mais c'est pas de c'est quand l'informatique quantique, c'est de la physique c'est pas de quantique, c'est de la l'informatique quantique, non, biologie bien sûr. quantique. Et puis de Voilà. toute façon, ils n'ont rien prouvé. Leur expérience, elle est complètement empirique. Donc voilà, donc C'est une non, espèce de votre conjecture. cerveau n'est Voilà. pas un ordinateur quantique, Et il a vous, des et vous fonctions n'êtes pas plus quantiques. intelligent grâce au quantique dans la vie de tous les jours, ça c'est sûr.
Alors après, bah, c'est que ce truc-là, à tous les coups, ça va être récupéré par la charlatan de la médecine quantique qui vont encore expliquer qu'il y a un scientifique qui a prouvé que, et ils vont raconter des salades basées là-dessus. Voilà. C'est ça le Donc risque, c'était hein. juste pour vous rassurer et en tout cas pour vous donner l'info. Ne nous envoyez plus le lien. Voilà, vous avez la réponse. C'est 42, comme le podcast d'aujourd'hui. C'était notre 42e quantum. Et on arrive à la fin en moins d'une heure. Un record, Olivier, n'est-ce pas? Non, on a encore dépassé, on a dépassé la demi-heure, mais on était ravis de partager ce moment avec vous. Et on se retrouve dans quelques semaines pour la suite de l'actualité quantique. D'ici là, Olivier, potage bien. Tu vas Ah aller bah, faire un je peu de vais potasser, potager? hein. Tiens, j'ai oublié de dire un truc, hein, mon Non, pas bouquin sur potasser, Amazon. potager. Tu vas aller faire ton Je potager vais un peu. potager. Ah bah, il faut le Sors un défaire, le peu du potager maintenant. quantique. Non, mais attends, mon livre est sur Amazon, j'ai oublié de le dire, hein. Oui, mais je pense que tout le monde l'a vu avec toutes tes posts. Donc voilà, le Ouais. bouquin d'Olivier est toujours gratuit sur son site, toujours achetable sur Amazon. La dernière version, ça y est sortie officiellement après quelques problèmes pour avoir le Oui, nombre de oui, ça a pages, été très l'épaisseur. difficile. Mais c'est fait. Et voilà, maintenant, on vous dit au revoir et à très vite.